Bonjour à tous, je m'appelle Yael Eckert et je suis éditrice chez Bayer Jeunesse. Et dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance de m'occuper d'un livre assez extraordinaire qui s'appelle La naissance du monde en 100 épisodes. C'est un livre qui est signé Bertrand Fichou pour le texte et Florent Gratry pour les images. Il raconte ce livre sous la forme d'un feuilleton, l'histoire de la Terre, depuis le Big Bang jusqu'à la naissance de l'écriture. Autant dire que c'est une longue histoire. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Bertrand Fichou, l'auteur Bonjour. du texte. Et enfin, avec nous, on est un peu chacun chez soi quand même, encore un peu confinés. Et Bertrand, qui est là, qui est aussi, il faut quand même le signaler, le rédacteur en chef de deux magazines vraiment chouettes, Youpi et Image Doc. Bertrand est donc là et il va un peu nous raconter l'histoire de ce livre. Donc bonjour Bertrand. Bonjour, le livre, le voilà. J'en ai un exemplaire. Et Voilà ce beau voilà, livre. c'est un beau bébé. Est-ce que Bertrand, tu peux d'abord, pour commencer, nous raconter l'histoire, non pas l'histoire du monde, mais l'histoire de ce livre, de ce projet? L'histoire du monde, ça va être un petit peu court. En fait, l'histoire du projet remonte à très loin. Moi, j'ai toujours été passionné par la nature, par les dinosaures. Je me souviens quand j'étais enfant, aller au Muséum d'histoire naturelle, c'était un moment extrêmement émouvant. Et je m'étais plongé dans les livres qui parlaient des dinosaures à l'époque. J'étais encore enfant. J'ai découvert l'astronomie avec Hubert Reeves. J'avais lu un livre de Hubert Reeves qui s'appelle Patience dans l'azur, qui est vraiment, qui moi m'a ouvert les yeux sur l'univers et m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus. J'ai été aussi, j'ai fait beaucoup de bateaux, j'ai été formateur de plongée, donc j'adorais aller voilà, rencontrer les petites bêtes dans l'eau, et puis ça, j'avais envie de savoir d'où elles venaient, enfin, comment vivait tout ce petit monde-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que voilà, je suis rentré à Youpi pour pouvoir parler de toutes ces choses-là. Et en fait, l'instant peut-être qui a tout déclenché remonte à très loin aussi. J'étais en Algérie, en fait, j'étais parti avec une bande de fous faire voler des cerfs-volants dans le désert. Je vous passe l'histoire. Mais un jour, un soir à Tamanrasset, on a été invité à déjeuner, à dîner chez des gens qui avaient un petit garçon qui devait avoir 7-8 ans. Et pendant le repas, moi, je m'ennuie un petit peu de la conversation des grands. Et le petit garçon jouait par terre avec ses dinosaures dans un coin de la pièce. Donc je me suis levé, j'ai été m'asseoir en face de lui, et puis on a commencé à discuter dinosaures, histoire des bêtes, histoire de la Terre, etc. Il m'a posé plein de questions, j'ai répondu à celles voilà, dont je connaissais la réponse, et puis en fait je me suis aperçu qu'il y en avait plein d'autres sur lesquelles j'étais sec, je ne savais pas. Et ça m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus sur en fait, tous ces sujets, depuis l'astronomie à la chimie, comment la vie est apparue, comment les animaux ont évolué, comment nous sommes apparus, les humains. Et voilà, et donc ce petit garçon, je pense, a décidé de ma carrière professionnelle, voilà, d'auteur jeunesse documentaire. Et il y a une quinzaine d'années, j'étais déjà à Youpi à l'époque, j'avais parlé de cette idée de faire raconter l'histoire du monde, depuis le début jusqu'au plus loin possible. J'en avais parlé à Marie-Agnès Gaudrat, qui était directrice de rédaction et qui s'occupait, entre autres, de Youpi et l'Image Doc. Et moi, voilà, je lui ai parlé de ce projet. Elle m'a dit, c'est une super idée, fonce, fonce. Voilà. Donc j'ai foncé, mais j'ai mis 15 ans à foncer. J'ai mis 15 ans à démarrer parce qu'en fait, je ne devais pas être prêt tout à fait. Et donc, il y a 2-3 ans, ça m'a vraiment repris l'envie très forte d'écrire cette histoire, m'a repris. Et je lui en ai reparlé. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Ça fait 15 ans qu'on en parle, donc vas-y, fonce. Et là, j'ai foncé. Et voilà, aujourd'hui, le livre est là, il est très beau, je suis très fier. Tu as bien raison. Et justement, comme tu le disais au début, ce livre brasse des connaissances assez vastes. Tu as parlé d'astronomie, il y a de la paléontologie, il y a de l'histoire, il y a encore mille autres choses. Comment est-ce que tu t'y es pris pour brasser tout ça et pour rendre toutes ces connaissances accessibles? Parce qu'il y a des choses assez compliquées, j'imagine. D'abord, il a fallu que moi, je me remette à niveau, parce que ça fait des sujets très vastes, effectivement, et puis c'est de la science. Donc, les connaissances évoluent tous les jours. On fait des découvertes tous les jours en astronomie, en paléontologie, en chimie. Donc, ce que je savais il y a 20 ans n'était plus forcément valable aujourd'hui.
Donc, je me suis immergé dans des livres récents qui parlaient de tous ces sujets. J'ai été aussi fouillé sur Internet, parce que sur Internet, on trouve de tout, des grosses bêtises, mais il y a aussi des sites très, très intéressants, faits par des gens très compétents. Et j'ai brassé tout ça, j'ai fait des fiches. Et puis, j'ai dû faire aussi le tri entre les théories, parce que tous les scientifiques ne sont pas forcément d'accord sur tous les sujets. La science, c'est une matière vivante, ça évolue, les gens discutent, et puis jusqu'à ce qu'on trouve des preuves qu'une des deux théories était plus valable que l'autre. Donc, il a fallu aussi moi, que j'arbitre un petit peu, que je raconte des choses qui étaient à peu près plausibles et qui faisaient consensus à peu près chez les scientifiques. Et voilà, donc j'ai pris des notes sur tout ça, j'ai fait des fiches, j'ai fait construire un plan. Et puis, quand j'ai eu l'idée de 100 chapitres cohérents, je me suis mis à écrire. Voilà, ça a été un bonheur immense. Et justement, toi, tu es auteur de livres, tu es rédacteur en chef de 2 magazines, mais tu es aussi auteur, et tu as l'habitude d'écrire soit des livres documentaires, vraiment du pur doc, soit des histoires de la fiction, en fait. Et là, même si on est dans le documentaire, on est dans un documentaire un peu, enfin, mis en épisode, à suivre. Donc, c'est écrit presque comme de la fiction, même si ce n'est pas du tout de la fiction. Comment Oui, est-ce tout à que, fait. comment est-ce que tu t'en es sorti à écrire ce doc comme de la fiction? En fait, au départ, je me suis fait très peur, parce que c'était bien l'idée, c'était de raconter des grandes théories scientifiques, mais sous forme d'histoires, comme on peut raconter des histoires dans Les Belles Histoires ou dans J'aime lire. C'était faire un récit palpitant avec du suspense, avec des êtres vivants qui se rencontrent, qui se pourchassent, qui s'unissent. Voilà, il fallait du danger, il fallait des surprises. Et au départ, je n'avais pas de héros. En fait, c'est tout bête, mais quand on raconte une histoire de sorcière, eh bien, on a un prince charmant, un dragon, une sorcière, et tout ce petit monde-là, on peut les faire vivre. Là, dans la mesure où l'histoire commence au Big Bang, il y a 14 milliards d'années, et qu'il n'y a personne, je n'avais pas de héros. Et puis pendant des milliards d'années, il y a que des galaxies, des étoiles, des nuages de gaz dans l'espace, et il n'y a toujours pas de héros. Et puis la vie commence, mais voilà, ce sont des petites particules, des bactéries, des petits microbes, ça ne fait pas des héros. Et petit à petit, je me suis dit, je ne peux pas réfléchir comme d'habitude. Et en fait, le déclic, c'est quand je me suis dit, le héros, c'est en fait l'enchaînement de tous ces hasards, de tous ces faits qui ont créé les galaxies, le système solaire, la Terre. Et puis à partir du début de la vie, c'est l'évolution. C'est elle le héros. C'est comment les choses se sont faites, comment les choses se sont décidées. Est-ce qu'elles se sont décidées? D'ailleurs, on n'en sait rien. Enfin, là, on interprète après quel est le grand mystère de tout ça, quoi. Comment ça marche, pourquoi ça marche. Et le héros, c'était l'évolution. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à construire un vrai récit chronologique. On avance dans le temps, 14 milliards d'années en fait, jusqu'à l'écriture. Et la difficulté ensuite, ça a été de ne pas utiliser des gros mots. Quand je parle de gros mots, ce sont les gros mots scientifiques. Parce qu'évidemment, toute la documentation dont je me suis inspiré utilise des mots très savants et des formules très savantes et des termes très techniques. Et donc, il a fallu que je fasse disparaître tout ça et que j'écrive cette histoire simplement, qu'elle puisse être lue par des enfants très jeunes ou par des gens adultes, mais pas spécialistes du tout. Et ça a été un beau défi parce que ça veut dire que moi, il fallait que je comprenne bien de quoi je parlais pour pouvoir raconter ça sans les mots, sans les gros mots, quoi. Et puis, une des clés, en fait, pour raconter une histoire, dans ce cas-là, ça a été de se dire, il faut mettre en scène. C'était comme du cinéma, quoi. Il fallait prendre des théories et puis que ces théories soient incarnées par des personnages, des animaux, des dinosaures, des tétrapodes, des humains, des australopithèques. Et puis, il fallait les faire courir dans la savane, il fallait les faire se poursuivre, voilà, et recréer des vraies histoires, des scènes de vie, pour que ce soit vivant, quoi, justement, que ce ne soit pas du théorique, ce n'est pas de l'encyclopédie. Voilà. Et les humains dans tout ça, finalement, où est-ce qu'ils arrivent? Comment tu les Eh mets en ben, scène? Comment... les humains, ils arrivent relativement tard dans l'histoire. Homo sapiens, notre espèce à nous, a priori, ça a démarré vers 300 000 ans, il y a 300 000 ans. Par rapport aux 14 milliards d'années de l'histoire du monde, c'est rien.
mais c'est quand même très particulier parce que c'est nous. Et donc, il y a un moment où quand les animaux commencent à sortir de l'eau et que ça commence à courir partout sur la planète, moi, je ne pouvais pas suivre toutes les espèces. Je ne pouvais pas suivre l'évolution des équidés, l'évolution des poissons, l'évolution. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Et de façon très égocentrique, j'ai choisi les humains comme fil conducteur. Et bien sûr, on fait vivre autour de ces humains des tas d'animaux, des plantes aussi. Les plantes sont là depuis le début. Mais le fil conducteur à partir de l'apparition de l'humain, c'est l'humain. Et c'est pour ça qu'on arrête le livre au moment de l'écriture, l'apparition de l'écriture, où là, ça va être le début des grandes civilisations. Et je me reposais le problème de comment parler de toutes les civilisations à la fois. C'était impossible. Peut-être une autre fois. La suite. Est-ce que tu as appris des choses en écrivant ce livre et est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Parce que j'imagine que oui, quand même. Plein. J'ai réappris des tas de choses que j'avais oubliées, et puis j'ai appris aussi des tas de choses. Par exemple, les Édiacariens, c'est un nom impossible à dire. C'est un petit peuple qui vivait dans la mer, des espèces de petites bestioles qui ressemblaient à des plumes, certaines à des limaces, d'autres à des feuilles, des fougères. Elles ont vécu pendant 30 millions d'années au fond de l'eau. C'était bien avant que la vie sorte de l'eau. Et personnellement, j'en savais rien. Je ne connaissais pas ce petit peuple de la mer. J'ai eu des petites révélations quand j'ai compris en fait que la légende du Yéti, par exemple, le Yéti, l'homme de la montagne bizarre, voilà, qui ressemble à un singe qui court dans la glace, cette légende, en fait, elle est sans doute liée à un des derniers orang-outans géants qui vivait au pied de l'Himalaya et qui a priori rencontré les premiers humains. Donc les premiers humains ont dû se raconter les histoires de ces orang-outans géants qui mesuraient 3 mètres de haut. Et il est fort probable que ce soit devenu la légende du Yéti quelques milliers d'années plus tard. Ou alors les baleines aussi. Enfin, les baleines, c'est génial les baleines. Les baleines naviguent dans l'eau, elles ressemblent à des poissons. On sait que c'est des mammifères, elles allaitent leurs petits. Mais l'idée que l'ancêtre de la baleine ressemblait à une espèce de chien avec des poils, 4 pattes, et il marchait au bord des lagunes et il chassait dans l'eau. Et puis petit à petit, il s'est mis à chasser de plus en plus dans l'eau et à apprendre de mieux en mieux à nager. Il a eu les pattes palmées et puis sa queue s'est allongée. Et puis petit à petit, il s'est adapté à la vie aquatique, dont ses ancêtres à lui étaient sortis avant quand même. Lui, il est retourné dans l'eau et ça a fait les baleines aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le ventre des baleines, qu'est-ce qu'il y a? À l'arrière, il y a des os. Certaines espèces de baleines ont encore des traces de leurs anciennes pattes, des petits os qui servent à rien, qui sont là. Et le bébé baleine, dans le fœtus de la baleine, quand il est dans le ventre de sa maman, au début, il a des poils qui servent à rien. C'est juste un souvenir de son ancêtre pachycétus. Et ses narines, le petit baleineau, en fait, au début, ses narines sont au bout de son nez, comme étaient les narines de son ancêtre. Et c'est pendant qu'il grandit dans le ventre de sa mère que ses narines remontent sur le haut de sa tête pour être prêt à respirer quand il va naître. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qui sont fascinantes et on se dit, mais on comprend à peu près comment ça marche, mais on se dit, mais pourquoi ça marche? Ça reste le grand mystère, quoi. Mm. Et ce livre, il a une particularité, c'est qu'il est très illustré. Est-ce que toi, donc c'est Florent Gratry qui s'est collé à l'illustration de ces quelques milliards d'années. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ces images? Est-ce que tu les aimes? Ça a été un grand choc, en fait. Le studio de Bayard m'avait présenté le travail de Florent, une chose qu'il avait faite avant. A priori, je trouvais ça très beau, voilà, très étonnant, très fort. Et quand les premiers dessins ont commencé à arriver, ça a été un choc terrible parce qu'il est à la fois, c'est de la peinture, parfois c'est presque abstrait. Il y a des couleurs qui sont des fausses couleurs, les ciels ont des couleurs impossibles, sauf qu'il crée avec ça des ambiances qui sont tout à fait justes et on a l'impression d'être à une autre époque. C'est exactement ça l'idée. Et il a réussi à créer des espèces de tableaux tout en respectant complètement la documentation que j'avais fournie, parce que chaque animal doit se ressembler. Un Parasaurolophus doit ressembler à un Parasaurolophus, même s'il est en couleur, voilà, fait par un illustrateur qui fait aussi de la fiction. Il faut que chaque élément, chaque plante ressemble à la plante de l'époque. Il a été extrêmement rigoureux dans ce respect de la documentation.
et en même temps, dans une grande liberté de création. C'est des tableaux, quoi. C'est des tableaux et bon, il y a quand même 100 chapitres, donc ça fait beaucoup plus que 100 dessins. C'est un énorme boulot et il a fait ça d'une façon remarquable, quoi. Il y a un côté dramatique dans son dessin aussi, avec des côtés très forts, ça fait presque peur par moments. Et toutes ces histoires qu'on raconte, c'est des histoires fortes, quoi. Donc voilà, moi je suis ravi, je ne pouvais pas trouver mieux, quoi. Et ce livre, comme on le disait tout à l'heure, il est feuilletonnant, donc il y a 100 Oui. épisodes. C'est un livre qui s'inscrit dans une collection justement de livres qui peuvent se raconter à haute voix. À la fois, on peut le lire évidemment tout seul sur le canapé, mais on peut aussi se le faire raconter par un adulte. Comment est-ce que toi, tu as travaillé l'écriture de ce livre qui du coup peut être lu de plein de manières différentes en fait? En fait, je l'ai écrit à haute voix. C'est aussi simple que ça. Dans la mesure où il était destiné, effectivement, on peut le lire évidemment discrètement dans sa tête, mais c'est vrai qu'il est fait d'abord pour être lu par des adultes, par des enseignants, à des enfants, par des grands-parents qui veulent lire le soir au coin du lit. Euh, et donc, je me suis mis dans cette situation et quand j'écrivais à voix haute, je parlais. Euh, donc, j'étais obligé de me mettre dans des petits coins tranquilles pour ne pas embêter les gens autour de moi. Mais en parlant à voix haute, on voit tout de suite ce qui va bien passer ou pas à l'oral. On n'écrit pas pareil pour de l'oral et pour de l'écrit. Donc, il y avait des très jolies phrases écrites, mais qui étaient trop lourdes, donc qui n'étaient pas faciles à se mettre en bouche, que j'ai modifiées uniquement pour ça, pour que ce soit confortable à lire à haute voix. Voilà, c'est un joli défi aussi. Et justement, puisqu'en plus tu as le livre, toi, avec toi, tu as la chance de l'avoir, est-ce que tu Oui, pourrais nous lire un extrait ou un chapitre? Qu'est-ce que tu as envie de nous lire? mais je peux vous lire un petit chapitre. J'ai choisi un petit chapitre qui est le 66e épisode, en fait. Ça s'appelle « Ces flammes qui mangent les arbres ». On est au début de l'humanité. Homo ergaster, un de nos ancêtres, sort d'Afrique. Et des groupes d'Homo ergaster migrent vers l'Europe et l'Asie. Et puis, voilà, ils vont se disperser et donner naissance à différentes espèces humaines. Et là, il y avait voilà, c'est un chapitre qui raconte la rencontre avec le feu, en fait. Ergaster, c'est aussi Erectus, Homo erectus. En fait, c'est la même espèce au départ. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des appellations, mais Erectus et Ergaster, c'est le même. Un groupe d'Homo erectus s'est installé sur une hauteur, à l'abri d'un énorme rocher qui avance comme un toit. Il fait froid, mais il n'a pas plu depuis plusieurs jours. L'herbe est jaune. Les erectus sont inquiets. Ils se tiennent assis, serrés les uns contre les autres, au plus profond du rocher. Car au loin, des nuages noirs avancent au-dessus de la plaine, comme s'ils voulaient en dévorer tous les habitants. Et les nuages grondent, c'est comme s'il y avait de la colère dans le ciel. Et ce que redoutent le plus les premiers humains, ce sont les éclairs, ces traits de lumière éblouissants qui naissent et meurent le temps d'un clin d'œil en provoquant de terribles craquements. Comme si des branches géantes étaient en train de se briser. On dirait que les nuages vont s'écraser sur le monde. Les Erectus savent que les éclairs ne meurent pas forcément tout de suite. Il y a plus d'un an, ils en ont vu un s'installer dans un arbre. Il s'est transformé en flamme. Et les flammes ont mangé l'arbre. Et plus elles le mangeaient, plus elles grandissaient. Quand les flammes ont fini leur repas, elles se sont éteintes et n'ont laissé du grand acacia qu'un squelette noirci et fumant. Plusieurs fois, les Erectus ont vu des éclairs descendre du ciel et quelques instants plus tard, se transformer eux aussi en flammes et se mettre à ramper dans les herbes. La suite a toujours été la même. Le feu s'est étalé en dévorant la végétation et l'a recraché en une fumée épaisse qui sentait mauvais et empêchait de respirer. Gao se tient debout devant le gros rocher. Il regarde les nuages. Il est le chef du petit clan. Je l'appelle Gao parce que c'est un nom qui sonne bien pour un humain préhistorique. En réalité, nous ne savons pas du tout comment s'appelaient les Erectus. Nous ne savons même pas s'ils se donnaient des noms. En tout cas, Gao n'est pas le plus fort, mais il est le plus curieux. Il s'interroge. Que sont ces éclairs? Que sont ces flammes qui dansent et mangent la vie des arbres? Il a remarqué que le vent les aide. Quand il souffle, c'est comme s'il les poussait devant lui. Elles se mettent à courir et alors il faut fuir, être plus rapide sous peine d'être dévoré à son tour.
C'est déjà arrivé autrefois. Le compagnon de Loua boitait. Il a été avalé par la fumée et personne ne l'a jamais revu. Des nuages couvrent maintenant la moitié du ciel et les éclairs tombent de plus en plus nombreux. Gao veut savoir. Il dit aux autres de rester à l'abri. Il attrape son épieu et descend vers le ruisseau. Derrière lui, ils se mettent à crier et lui disent « Non, danger, la colère du ciel !» Mais il ne les entend déjà plus, car il a repéré un petit panache gris tout là-bas, près d'un bosquet. Le feu mange les herbes. Il veut voir ça de près. Il traverse le ruisseau et court vers la fumée, avec la sensation étrange de commettre une folie, comme s'il s'élançait vers un groupe de lionnes affamées. D'ailleurs, des bêtes courent autour de lui dans les hautes herbes. Elles s'enfuient. Des sabots martèlent le sol, des oiseaux s'envolent, abandonnant leurs nids et leurs oisillons cachés dans les fourrés. Eux savent pourquoi ils abandonnent le terrain. Eux savent qui est le feu. Essoufflé, Gao arrive enfin à quelques mètres des flammes, près des arbres. Le vent pousse la fumée sur le côté. Gao respire sans peine. Ici, les herbes sont courtes, regroupées en petits bouquets. Alors le feu reste à ras de terre. Il y a quelques flammes, mais surtout des espèces de bestioles rougeoyantes qui se tortillent en crépitant et sautent d'un endroit à l'autre, donnant naissance à de nouvelles flammes. Gao a déjà affronté des dangers mortels. Cependant, il savait à quoi il avait affaire. Un tigre à dents de sabre ou le courant d'une rivière en crue. Là, c'est l'inconnu. Et il ne parvient pas à calmer les battements de son cœur. Il s'agenouille près d'une touffe d'herbe qui se consume. Il approche la main, il sent la chaleur. Le plus étonnant, c'est que cette sensation est agréable. Il approche un peu plus et il tente le tout pour le tout. Entre deux doigts, il saisit une des lueurs rougeoyantes qui est en train de dévorer une petite branche. À peine l'a-t-il touchée qu'il la lâche en poussant un cri. Elle l'a mordu. Il approche ses doigts de son nez. Il découvre l'odeur étrange de sa propre peau brûlée par la braise. Voilà pourquoi les animaux craignent le feu. Parce qu'il fait mal et qu'il brûle les poils, les plumes, les corps. Maintenant, Gao sait pourquoi la lumière du feu est capable de faire reculer les hyènes et les tigres à dents de sabre. Elle est plus forte que les fauves les plus farouches. Et si Gao pouvait l'amadouer, s'en faire une alliée? Et si Gao pouvait rapporter le feu dans le clan et nourrir le feu? Peut-être le feu accepterait-il de protéger le clan contre les fauves. Mais comment faire? À suivre. Merci beaucoup. On a envie de de la connaître, la suite. Écoute, merci beaucoup Bertrand d'avoir participé, d'avoir répondu à mes quelques questions. On rappelle donc le livre, je ne sais pas si tu l'as encore sous la main, Oui, je l'ai là, bien sûr. qui est Je le disponible montre. depuis mercredi dans toutes Oui, les bonnes librairies. tout à fait. Et au revoir tout le monde. Merci Merci. beaucoup de nous avoir écoutés pendant ces quelques minutes et à bientôt. Au revoir. Au revoir.